Ce soir-là, sur le plateau de Touche pas à mon poste, quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. Pas la tension habituelle des débats houleux ou des vannes lancées à la volée. Non, c'était autre chose. Une gravité, lourde, presque physique, s'étirait dans chaque recoin du studio, comme un voile épais et silencieux. Les spots, d'ordinaire si éclatants, semblaient tamiser leur éclat, creusant les visages des chroniqueurs d'ombres inquiétantes. Le silence, inhabituel sur ce plateau normalement animé par les rires et les brouhahas incessants, enveloppait la salle d'une chape étrange. Même les chroniqueurs les plus bavards, ceux qui, d'ordinaire, sautèrent sur la moindre occasion pour lancer une pique ou relancer la discussion, se tenaient de quoi, le regard fuyant, comme s'ils redoutaient d'affronter l'inévitable. Cyril Hanouna, au centre de ce théâtre figé, n'était plus l'animateur espiègle que la France entière connaissait. Debout, droit comme un i, il arborait un costume sombre, presque funéraire, tranchant avec ses éternelles tenues décontractées. Ses yeux, habituellement pétillants de malice, brillaient d'une lueur sérieuse, presque douloureuse. Tout son être respirait la gravité d'un homme conscient qu'il s'apprêtait à bouleverser bien plus qu'une simple émission. Il allait toucher à l'âme même de son public. Derrière lui, l'écran géant, d'habitude saturé de couleurs criardes et d'animations vives, n'affichait qu'un fond noir d'où émergeait, en lettres capitales blanches, un seul mot, fan. Pas besoin de longs discours. Ce mot claquait dans l'air comme un coup de tonnerre. Le temps semblait suspendu. Les caméras resserrèrent leur focus sur le visage tendu d'Hanouna. Chaque battement de cils, chaque frémissement de ses lèvres était capturé et retransmis en direct dans des millions de foyers. La France entière, scotchée à ses écrans, retenait son souffle. Puis, dans un murmure rauque, brisé par l'émotion, Cyril Hanouna prit la parole. « Mes chéris, ce soir c'est la dernière de Touche pas à mon poste. » Un frisson parcourut le studio. Les chroniqueurs, incrédules, baissèrent les yeux. Le public, habituellement si bruyant, restait muet, choqué. Hanouna poursuivit, la voix tremblante. « Le Conseil d'État a confirmé la fermeture définitive de la chaîne C8. Dans quelques jours, tout s'arrête. » L'inimaginable venait de se produire. L'émission qui avait façonné le paysage audiovisuel français, qui avait révélé tant de visages, fait éclater tant de scandales, allait tirer sa révérence. Mais derrière cette annonce formelle se cachait une vérité plus sombre encore, que Hanouna n'allait pas tarder à dévoiler. Quelques heures plus tard, invité sur le plateau de Pascal Praud sur CNews, Cyril Hanouna laissa tomber le masque. « Ce n'est pas une décision technique, c'est politique. Vous croyez que c'est ma mère qui a décidé ça? C'est Macron !» Le choc. Hanouna accusait directement Emmanuel Macron d'avoir orchestré la fermeture de C8, le président de la République, rien de moins. L'accusation était grave, explosive, et elle allait embraser le pays tout entier. Rapidement, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag -PMP dominait les tendances. Les fans criaient à l'injustice. Les détracteurs parlèrent de théorie du complot. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. Et comme si cela ne suffisait pas, une rumeur encore plus sulfureuse se répandit comme une traînée de poudre. Cyril Hanouna entretiendrait une relation secrète avec Tiffaine Auzière, la belle-fille de Brigitte et Emmanuel Macron. Révélée par Paris Match, cette révélation jeta une lumière crue sur les tensions sous-jacentes entre l'animateur et le couple présidentiel. Était-ce une vendetta personnelle, un règlement de compte caché sous des oripeaux politiques? Hanouna, en tout cas, ne comptait pas partir sans un dernier éclat. Il promit une ultime émission, une soirée mémorable, où il livrerait sa vérité, sans filtre, sans retenue. Une émission sans limite, où les questions seraient posées en direct, sans langue de bois. La dernière bataille de TPMP s'annonçait féroce. Dans un studio transformé en arène, Cyril Hanouna allait livrer son combat final sous les yeux d'une France fascinée, divisée, suspendue à ses mots. Ce ne serait pas seulement la fin d'une émission culte, ce serait la fin d'une époque. Ce soir-là, dans un studio habituellement animé par les rires et les débats enflammés, un silence étrange s'était installé. Un silence lourd, presque sacré. Cyril Hanouna, habituellement débordant d'énergie et de facétie, se tenait droit, grave, comme écrasé par le poids de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Ce n'était pas un simple scoop, pas une de ces polémiques de seconde zone qui nourrissent les conversations de comptoir. Non, ce qu'il détenait avait le pouvoir de faire vaciller les plus hautes sphères de l'État. Pendant des jours, il avait hésité. Devait-il parler? Fallait-il exposer au grand jour ce secret brûlant? Entouré de ses proches, il avait pesé chaque mot, soupesé chaque silence, conscient que la décision qu'il s'apprêtait à prendre dépasserait de très loin sa carrière, son image publique, ses querelles de plateau. Imaginez la scène. Un homme du divertissement catapulté malgré lui au cœur d'une tempête politique, détenant une vérité si explosive qu'elle pourrait bouleverser l'ordre établi. Un homme dont la principale mission avait toujours été de distraire et qui se retrouvait soudain investi d'une responsabilité immense, écrasante. Les chroniqueurs, d'ordinaire prompts à plaisanter, restaient pétrifiés, les regards fuyants, l'angoisse palpable.
Ils avaient compris, dès les premiers mots posés par Hanouna, dès la solennité inhabituelle de son attitude, que quelque chose d'énorme allait se produire. Ils savaient qu'ils étaient témoins d'un moment historique, d'un instant qui resterait gravé dans la mémoire collective bien au-delà des plateaux de télévision. Le public, devant ses écrans, percevait aussi cette tension électrique. Les réseaux sociaux bruisseraient déjà de rumeurs folles. Corruption, scandales financiers, trahison au sommet de l'État, révélations sur la vie privée du président. Les spéculations galopaient, incontrôlables, emportant avec elles l'imagination d'un peuple tout entier. Après une pause qui parut durer une éternité, Hanouna reprit la parole. Sa voix étonnamment posée, presque monocorde, tranchait violemment avec son style habituel, vif et théâtral. Il planta d'abord le décor, évoqua la société française fracturée, les tensions qui minèrent le pays, la responsabilité écrasante des médias et leur devoir impérieux de vérité. Chaque mot résonnait dans un silence religieux, chaque phrase semblait alourdir un peu plus l'atmosphère du plateau. Puis, prudemment, comme s'il redoutait de libérer une force incontrôlable, il aborda le sujet, avançant pas à pas, dévoilant des faits précis, des documents, des témoignages, des preuves irréfutables qu'il avait pris soin de vérifier et de recouper. Ce qu'il révélait dépassait l'entendement. Il exposait les rouages d'une machination d'une complexité redoutable, une conspiration soigneusement orchestrée par des personnalités influentes, impliquant des institutions vénérées, dissimulant des sommes d'argent colossales. Hanouna levait le voile sur un monde parallèle de trahison, de compromissions secrètes, de pactes inavouables où se mêlaient ambition, duplicité et cynisme. À mesure que les éléments s'imbriquaient, la stupéfaction se lisait sur tous les visages. Dans les foyers, les repas s'interrompaient, les téléphones se taisaient, les regards restaient accrochés à l'écran, figés. Ce n'était plus une émission de divertissement. C'était un séisme en direct, un basculement en temps réel. Sur les réseaux sociaux, les partages explosaient, les commentaires se multipliaient, les hashtags devenaient viraux à une vitesse fulgurante. Les chaînes d'information en continu bouleversèrent leur programme, les éditions spéciales s'enchaînaient, les experts étaient convoqués en urgence. Le nom de Cyril Hanouna, omniprésent, devenait le symbole d'une rupture, le marqueur d'un avant et d'un après. Dans le studio, devenu presque une cathédrale sous tension, Hanouna poursuivait son récit. Implacable. Pas d'effet de manche, pas de surenchère émotionnelle. Juste des faits, exposés avec une précision chirurgicale. Il n'accusait pas à la légère. Il démontrait, il prouvait, il assénait la vérité avec la froideur méthodique d'un procureur. Il utilisait un langage clair, accessible, sans jargon ni obscurité, s'adressant directement aux citoyens comme pour leur tendre la main dans cette plongée vertigineuse dans les arcanes du pouvoir. Chaque document brandi, chaque témoignage cité, chaque détail dévoilé, arrachait un peu plus le voile d'illusion derrière lequel la République s'abritait. Et devant cette vérité nue, dévastatrice, la France, tout entière, retenait son souffle. Rien, désormais, ne pourrait effacer ce qui avait été dit. Rien ne serait plus jamais comme avant. En tendant le micro à ses invités, en convoquant experts et témoins, Cyril Hanouna les impliquait dans une quête de vérité. Un appel vibrant à la justice. Mais il ne se contentait pas de dénoncer. Non. Il allait plus loin. Il proposait des pistes, des solutions, des voies de réflexion. Il lançait un véritable appel à une prise de conscience collective, exhortant les citoyens à se mobiliser, à réagir avec force et détermination face à ce qu'il considérait comme une atteinte intolérable au fondement même de la démocratie. À cet instant précis, Hanouna n'était plus l'animateur que la France avait l'habitude de voir. Il se dressait comme un lanceur d'alerte, un défenseur intraitable de l'intérêt général, un porte-voix du peuple. Et les réactions, comme des éclairs dans un ciel d'orage, ne se firent pas attendre. Pris de court, les politiques hésitaient. Certains prônèrent l'arrêté. Et nus, d'autres parlèrent déjà de manipulation. D'autres encore, la mine défaite, se disaient profondément choqués. Pendant ce temps, à l'Élysée, directement visé par les révélations, c'était le silence radio. Un silence pesant, assourdissant, qui ne faisait qu'alimenter les rumeurs, les soupçons, les inquiétudes. Le président Macron, d'ordinaire si prompt à défendre ses positions, gardait le mutisme. Et ce mutisme, lourd comme un orage d'été, étouffait tout Paris. L'atmosphère politique devenait irrespirable, chargée d'une tension électrique. L'édifice républicain, en apparence si solide, vacillait. Il suffisait parfois d'une seule carte retirée du fragile château pour précipiter l'effondrement de toute la structure. Hanouna, ce soir-là, avait retiré la carte maîtresse. Dès lors, la question n'était plus de savoir si le château allait s'effondrer, mais quand il tomberait et surtout, quelles seraient les séquelles de sa chute. Dans le studio, les chroniqueurs, témoins privilégiés de cette soirée historique, restaient pétrifiés. Ils avaient vu en direct leur animateur passer du statut d'amuseur public à celui d'acteur majeur d'une crise politique inédite. Ils comprenaient le poids énorme qui pesait désormais sur ses épaules, le poids des attentes, des espoirs, mais aussi celui, redoutable, des critiques et des attaques à venir. Le plateau de Touche pas à mon poste n'était plus ce soir-là un simple lieu de divertissement. Il était devenu l'épicentre brûlant de la vie politique française.
et l'incendie, loin de s'éteindre, se propageait. Car soudain, des figures jusque-là silencieuses entrèrent dans la danse. Journalistes d'investigation, anciens hauts fonctionnaires, lanceurs d'alerte, tous sortèrent de l'ombre, renforçant, complétant, précisant les révélations initiales. C'était comme si un immense barrage avait cédé, libérant une onde de vérité longtemps contenue. Chaque témoignage, chaque document apportait une pièce nouvelle au puzzle. Ce qui, au début, n'avait été qu'une suspicion, une intuition, devenait désormais une certitude effrayante. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un système savamment orchestré. Une véritable toile d'araignée tissée dans l'ombre du pouvoir, invisible, mais redoutable. Imaginez l'immensité de la tâche qui attendait désormais enquêteurs, juges, journalistes. Il faudrait remonter les fils de cette trame sordide, éclaircir les zones d'ombre, démêler les responsabilités. Ce serait un travail titanesque, semé d'embûches, de pièges, de menaces, mais ô combien nécessaire, car seule la lumière de la vérité pouvait encore sauver ce qui pouvait l'être. Et pendant ce temps, dans les rues de France, le peuple, loin de rester passif, se réveillait. Des manifestations éclataient spontanément. Des pétitions circulaient. Des appels à la démission du président se multipliaient. La colère grondait. La trahison ressentie était immense. La fracture entre le peuple et ses dirigeants semblait irréversible. La France, ce vieux pays de révolution et d'insurrection, semblait prêt à écrire une nouvelle page de son histoire, à renouer avec son passé de lutte et de conquête pour la justice et la liberté. Face à cette marée montante, Hanouna, lui, ne perdait pas pied. Il résistait à la tentation de surfer sur la vague de son nouveau pouvoir médiatique. Il restait droit, lucide. Il continuait à informer, à expliquer, à ouvrir le débat avec rigueur et objectivité. Il refusait d'attiser les flammes d'une colère aveugle. Il appelait au calme, à l'analyse, à la réflexion. Il savait que son rôle désormais dépassait de loin celui d'un animateur. C'était un médiateur entre la vérité et l'opinion publique. Il ouvrait son plateau à toutes les voix. Experts en droit, politologues, sociologues, tous avaient leur mot à dire, toutes les sensibilités avaient droit de citer. Hanouna, ce soir-là, n'était plus seulement l'homme d'une émission populaire, il était devenu, malgré lui, l'un des garants du débat démocratique en France. Touche pas à mon poste, d'ordinaire simple divertissement du quotidien, s'était métamorphosé en un véritable forum citoyen. Ce soir-là, l'émission devenait l'épicentre d'un débat national, un lieu où le peuple retrouvait une voix, un espace où la réflexion collective bousculait l'insouciance habituelle. Très vite, l'onde de choc franchit les frontières. Les médias étrangers observaient avec une attention fiévreuse, les chancelleries s'inquiétaient, les investisseurs retenaient leur souffle. La France, patrie des droits de l'homme et de la démocratie, voyait son image écornée, sa crédibilité remise en cause. Une crise intérieure, oui, mais dont les répercussions internationales demeuraient encore insondables. L'atmosphère ressemblait à celle d'un navire pris dans une tempête, son capitaine dépassé par les éléments, chaque vague menaçant d'envoyer l'embarcation par le fond. Les jours suivants, c'était un déluge, révélations fracassantes, démentis précipités contre... et attaque maladroite. Acculé, le pouvoir tentait de reprendre la main, minimisant les accusations, discréditant les sources, semant le doute dans les esprits. Une véritable guerre de communication s'engageait, où la vérité devenait une denrée rare, précieuse, presque inaccessible. Imaginez un champ de bataille inégal. D'un côté, l'État, fort de ses réseaux, de ses relais, de son influence tentaculaire. De l'autre, des citoyens isolés, des lanceurs d'alerte intrépides, des journalistes tenaces, armés seulement de leur conscience et de leur intégrité. Un affrontement disproportionné, mais vital pour la démocratie. Le peuple, longtemps contraint au silence, explosait tel un volcan trop longtemps contenu. La colère, la frustration, la trahison éclataient avec une violence inouïe, menaçant de tout balayer sur leur passage. La France, fidèle à son histoire révolutionnaire, semblait renouer avec ses vieux démons. Face à cette déflagration, Cyril Hanouna, conscient de la gravité de l'instant, s'efforçait de jouer les médiateurs. Il appelait au calme, à la raison, à un dialogue constructif. Sur son plateau, il conviait toutes les voix, tous les camps, cherchant désespérément un terrain d'entente. Mais ses appels à l'apaisement se heurtaient à la radicalisation croissante. Le pouvoir, obstiné, refusait toute concession. La rue, elle, réclamait avec une détermination grandissante le départ du président. Le fossé se creusait. Chaque jour, le climat social se dégradait. Grève massive, paralysie des transports, tensions exacerbées dans les services publics. La France vacillait. La suspicion et la peur s'insinuaient dans toutes les strates de la société. La terre des Lumières sombrait peu à peu dans l'obscurité, la haine et la violence. La fracture était béante. Une fracture entre le peuple et ses élites, entre citoyens et institutions, entre les différentes composantes de la nation elle-même. Une fracture menaçant l'unité nationale, la cohésion républicaine, la stabilité du pays.
Les institutions, conscientes du péril, tentèrent de réagir. Le Parlement, divisé, cherchait désespérément une issue politique. La justice, rigoureuse et indépendante, poursuivait ses investigations malgré les pressions. Les syndicats, les associations, les corps intermédiaires s'efforcèrent de retisser les fils du dialogue rompu. Mais la tâche était titanesque. La crise avait mis à nu les faiblesses, les contradictions, les dysfonctionnements d'un système à bout de souffle. Elle révélait l'urgence de profondes réformes, le besoin vital de refonder la démocratie sur des bases plus solides, plus justes, plus représentatives. La France était à la croisée des chemins, suspendue à des décisions cruciales. Chaque heure qui passait augmentait la tension. Le compte à rebours semblait lancé. Et autour d'Emmanuel Macron, les étaux se resserraient inexorablement. Chaque jour, un nouveau coup de tonnerre. Les révélations pleuvaient sans relâche, chacune plus accablante que la précédente. Accusations, témoignages inédits, preuves irréfutables. La digue craquait de toutes parts. Face à cette déferlante, la stratégie de défense, niée, minimisée, discréditée, se révélait non seulement inefficace, mais désastreusement contre-productive. Peu à peu, l'opinion publique, d'abord hésitante, basculait dans la certitude. Oui, le président était coupable. Imaginez un navire en perdition. L'équipage s'acharne à écoper, à colmater les brèches, mais la mer est plus forte. L'eau s'engouffre inexorablement et le navire sombre, lentement mais sûrement, vers les abysses. C'est exactement le sort qui semblait guetter Emmanuel Macron. Acculé, incapable de redresser la barre, condamné à un naufrage inévitable. Pendant ce temps, Cyril Hanouna prenait une dimension inattendue. Son émission « Touche pas à mon poste » n'était plus un simple divertissement. Elle devenait le théâtre principal de l'information, de l'indignation, du débat citoyen. Sur son plateau, il orchestrait habilement la parole, invitant experts, politiques et anonymes à confronter leurs idées sous le regard avide du public. Hanouna n'était plus un simple animateur. Il s'était mué en chef d'orchestre d'une France en crise, en médiateur d'une société déchirée. Sa légitimité, sa crédibilité grandissaient à mesure que la tempête emportait les anciennes figures d'autorité. Il était devenu à la fois craint, admiré, respecté et honni. À bien y regarder, Hanouna ressemblait à un sismographe humain. Chaque vibration de l'opinion, chaque secousse du peuple, chaque grondement de colère trouvait un écho immédiat sur son plateau. Il captait l'ampleur du séisme qui secouait la République, révélant, en direct, la profondeur de la fracture nationale. Mais la crise ne se limitait pas aux écrans. Les institutions vacillaient, elles aussi. Le Parlement, rongé par les divisions, devenait impuissant. Le gouvernement, discrédité, tentait vainement de garder la main. La justice, sous pression, s'efforce. Et de préserver son indépendance. La France, paralysée, semblait suspendue dans un temps incertain. La question n'était plus de savoir si une rupture allait survenir, mais quand et sous quelle forme. Dissolution de l'Assemblée nationale, démission du président, révolution silencieuse ou explosion sociale. Tous les scénarios étaient sur la table et aucun ne rassurait. Le climat était électrique, l'incertitude totale. Le pays tout entier retenait son souffle, guettant le moindre signe d'un dénouement. Jamais depuis des décennies la France n'avait semblé aussi proche d'un basculement historique. Dans ce chaos, « Touche pas à mon poste » continuait d'étonner. Ce qui n'était, au départ, qu'un simple show de divertissement s'était métamorphosé en épicentre d'une crise politique inédite. Et Cyril Hanouna, figure improbable d'une époque tourmentée, se retrouvait propulsé au cœur du débat national, là où jadis, seuls siégeaient les décideurs. Ainsi, ce qui n'était qu'une rumeur, une suspicion, s'était transformé en une onde de choc, ébranlant jusqu'aux fondations du pouvoir présidentiel. Avant d'être l'animateur incontournable de la télévision française, Cyril Hanouna fut un enfant comme tant d'autres, élevé dans une famille chaleureuse et soudée, où l'humour occupait déjà une place essentielle. Né le 23 septembre 1974 à Paris, dans le 15e arrondissement, Cyril est le fils de deux parents d'origine tunisienne, installés en France depuis quelques années à peine. Son père, médecin généraliste respecté, et sa mère, infirmière puis responsable dans une agence immobilière, lui ont offert une enfance paisible, entre valeurs traditionnelles et ambition de réussite. Cyril grandit à Vincennes, en banlieue parisienne, dans une atmosphère empreinte d'amour mais aussi de rigueur. Très tôt, il se montre comme un garçon espiègle, débordant d'énergie, multipliant les plaisanteries à la maison comme à l'école. Doté d'une imagination foisonnante, il adore imiter ses professeurs, inventer des histoires rocambolesques pour amuser ses camarades. Déjà, sans le savoir, il forgeait les armes qui allaient faire de lui l'un des plus grands animateurs de sa génération. L'école, pourtant, n'était pas son terrain de jeu favori. Peu passionné par les matières classiques, Cyril préférait de loin observer le monde autour de lui, analyser les comportements, comprendre les mécanismes du rire et de l'émotion.
Ses bulletins scolaires laissaient souvent transparaître son manque d'assiduité, au grand désespoir de ses parents qui rêvaient pour lui d'un avenir plus conventionnel, pourquoi pas dans la médecine ou le droit. Durant son enfance, Cyril baigne également dans une culture populaire foisonnante. Il voue une admiration sans borne à des figures du divertissement comme Michel Drucker ou Guy Lux. La télévision devient pour lui une fenêtre ouverte sur un monde où tout semble possible. Un monde où il pourra un jour, peut-être, exprimer pleinement son tempérament exubérant. Malgré quelques tensions liées à ses résultats scolaires, l'amour de ses parents et leur soutien inconditionnel ne font jamais défaut. Son père, bien que strict, croit profondément aux capacités de son fils, persuadé que son énergie débordante finirait par trouver un chemin d'expression légitime. Sa mère, plus complice, lui transmet cette légèreté, cette capacité à rire de tout, même des épreuves.